Toujours la crise des migrants, cette crise des migrants qui fait un grand débat, qui ouvre un grand débat en Europe et notamment au Parlement européen. Nous sommes avec Nadine Morano ce matin, qui est députée européen, Les Républicains. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Macron, qui était au Vatican hier et qui a évoqué effectivement le sort des migrants, qui a parlé des bateaux qui les recueillaient en mer et qui disait que ces bateaux, justement, d'associations humanitaires, faisaient le jeu des passeurs. Vous êtes d'accord avec ça ? D'abord, je voudrais dire que quand le président français se déplace, je voudrais qu'il ait un petit peu de tenue. Ouais. Pardon de le dire dès le début de cette émission. La plaisanterie qu'il a fait en comparant les Bretons et en les assimilant à la mafia. Ouais. Quand on est Emmanuel Macron, on n'est pas que Emmanuel Macron. On est aussi le président de la République et on représente les Français. La mafia a fait en Italie des milliers de morts. Et donc, je voudrais que quand il se déplace, rien ne l'empêche à la plaisanterie. Il galégeait. Mais il peut le faire dans un milieu personnel, mais quand il représente les Français, il doit savoir se tenir. Ça vous a choqué ? Ça m'a choqué, mais ça me choque dans son comportement diplomatique sur la scène internationale. Je trouve que d'un côté, il utilise la diplomatie des embrassades, comme il l'a fait aux États-Unis. Il l'a fait avec le pape, mais le pape était consentant, apparemment. Il le fait avec une diplomatie des engueulades, parce que la manière dont il a de vouloir tancer les autres responsables de l'Union européenne qui ne pensent pas comme lui, certains qu'il accuse de cynisme ou de vouloir mettre à l'amende. Pardon, non mais attendez, si vous pouviez une seule fois laisser Nicolas Sarkozy de côté. Non, stop, monsieur Tréard, stop, s'il vous plaît. Je vous parle de ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Non mais je sais que chez les médias, plus rien ne vous choque. Si. La fête de la musique, qui moi m'a donné la nausée, qu'il ouvre l'Élysée à la fête de la musique, je trouve ça très bien, c'est une bonne initiative. Vous avez pas aimé la séquence avec les rappeurs ? En même temps, pardon, quand je vois la vidéo avec les paroles je me ferais, mais je peux même pas les prononcer, tellement ils sont d'une vulgarité sur le perron de l'Élysée, je trouve que c'est pour moi inacceptable. Et il devrait même en présenter des excuses aux Français. Vous lui avez dit ? À qui ? Pourquoi vous ne lui écrivez pas ? Ah, mais je le lui dirai, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et je lui dis qu'il faut qu'il apprenne à se comporter. Correctement. D'accord. Sur les migrants, alors, quand il dit que les associations humanitaires font le jeu des passeurs. Oui, mais vous savez, Monsieur Macron fait aussi le jeu des passeurs lorsqu'il dit que, avec toujours le laxisme, qu'il faut accueillir ceux qui vont arriver des bateaux, parce que lui, il ne veut pas accueillir les bateaux dans les ports français, mais il est prêt à accueillir ceux qui débarqueront des bateaux. Donc c'est une hypocrisie totale. Pour arrêter de faire le jeu des passeurs... Vous êtes en train de dire que la France n'accueille pas les bateaux, mais que ces bateaux qui débarquent ailleurs... Ah oui, mais ils peuvent débarquer ailleurs, mais on va quand même accepter de ceux qui arrivent sur... C'est une politique hypocrite ? C'est une politique totalement hypocrite. Et moi, je salue le comportement du ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qui a eu le courage de dire stop, le ministre de l'Intérieur italien, qui a eu le courage de dire stop à la vague migratoire de masse, qui a eu le courage de dire stop à l'arrivée de ces bateaux, qui a le courage de dénoncer les ONG dans leur comportement qui consiste à inciter à l'immigration illégale, le courage qu'il a eu d'aller en Libye et de dire aux autorités libyennes, maintenant vous arrêtez et on fait en sorte de ne plus laisser... Macron est allé en Libye aussi il y a quelques mois. Pour quelle raison ? Non mais quand Macron se déplace, je vois pas trop les résultats. D'accord. Il n'y a pas de résultats. Ces associations humanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire avec elles ? Non, écoutez, alors... Elles sont quand même là pour aider. Non. Quand on voit que le Lifeline... Cet bateau qui va bientôt accoster, là, mais pour l'instant, il ne l'accoste pas à Malte. Il devrait, mais il ne l'accoste pas à Malte. Qui a refusé de remettre aux autorités libyennes ces personnes, ça n'est pas acceptable. Tout ça est organisé, d'après vous ? Mais bien sûr, moi je vous le dis, on a un vrai défi à résoudre aujourd'hui. Je ne veux plus qu'on culpabilise l'Union européenne ou l'Europe sur la question migratoire. Je veux qu'on mette face à ses responsabilités l'Union africaine. Et la vraie initiative que devrait prendre le président de la République française, c'est de solliciter un sommet Union africaine, Union européenne. Il y en a souvent. Non mais...
Il y en a souvent. Afrique, maintenant, il y en a eu, je suis allée ouais. à Abidjan. Ouais. Moi, je ne veux plus des simulacres de sommet. Les peuples européens attendent des résultats et des actes. Ils ne veulent plus une immigration imposée. Ils veulent une immigration choisie. Imposée par les pays africains ? Mais qui se délestent, évidemment. Mais vous voyez très bien comment les choses se passent. Il n'y a pas de responsabilisation de l'Union africaine sur ces questions. Je souhaite à ce que les États membres... Vous avez assisté à une réunion du Parlement panafricain, c'était en Afrique du Sud. Oui. Qu'est-ce que vous en avez tiré précisément? D'abord, j'en ai tiré... Vous avez évoqué ce sujet, vous? Bien sûr, j'y suis allée, je suis allée je suis membre au Parlement européen de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain. Ouais. Et j'ai assisté en Afrique du Sud à une séance plénière des députés africains qui sont extrêmement courageux, qui ont consacré une session plénière, une matinée entière, à débattre de la corruption comme premier mot de ce qui se passe en termes d'instabilité des populations, la corruption dans les États africains, l'instabilité des États, et on sait très bien que les États africains doivent prendre la responsabilité enfin de développer... Ils ne la prennent pas, cette mais bien sûr, insuffisamment. Donc, alors qu'ils touchent 17 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne. Alors, ça veut dire qu'il faut conditionner cette aide en question. Nous sommes favorables à conditionner les aides attribuées aux États africains au regard de leurs résultats sur la maîtrise de leur politique migratoire. Comment il faut faire? Parce que nous devons passer des accords à la fois bilatéraux et même multilatéraux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Il n'y a pas d'accord avec eux? Il y en a, mais insuffisamment. Et d'ailleurs, on voit très bien que vous avez, par exemple, le Mali reprend quasi pas de ressortissants. 2016, la Côte d'Ivoire, je crois que c'était de l'ordre de 6 ou 7. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui est vraiment un pays ami avec lequel nous avons des rapports extrêmement construits. Je disais, quand je suis allée au Parlement panafricain, qu'il n'était pas acceptable de voir plus de 3000 personnes arriver en France demander l'asile. 3000 personnes en provenance de Côte d'Ivoire. Et donc, un député ivoirien m'a répondu qu'ils étaient ils avaient démantelé un réseau de fabrication de fausses cartes, de ceux qui, en fait, se présentent avec une carte malienne et qui, en fait, ne sont pas des ressortissants de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des problèmes aussi d'insécurité, de trafic dans les pays africains et auxquels il faut arriver à mettre un terme. Alors, moi, je pense que tous les peuples européens sont d'accord pour aider. Vous devriez, alors, comment vous allez vous faire entendre? Mais nous, ça sera d'ailleurs dans notre projet. Nous devons totalement modifier nos rapports avec notre voisin continental, qui est l'Afrique aujourd'hui. Nous devons conditionner ces aides, nous devons apporter des aides qui soient aussi avec les États sur des priorités absolues. Vous savez, quand je suis allée en Afrique, et Jean-Louis Borloo avait très bien identifié ce problème, le problème de l'électrification du continent africain. Non, mais on ne peut pas dire d'accord. Vous savez que sur 1,2 milliard d'habitants, capacité électrique de l'Afrique équivalente à celle de l'Allemagne, 80 millions d'habitants. L'Afrique subsaharienne, 800 millions d'habitants, capacité électrique de la Pologne, 38 millions d'habitants. Coupez le courant sur les 2 tiers de la France et vous verrez le résultat. Plus d'hôpitaux, pas d'écoles et manque de fonctionnement des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait avec les pays qui ne coopèrent pas justement au niveau de l'immigration? Il faut couper l'aide. Il faut couper les aides. Quels pays ne coopèrent? Quels sont les pays qui coopèrent le moins? Je ne veux pas faire une liste de mise en accusation. Je souhaite d'abord qu'on ait une relation de partenariat avec l'Union africaine. Il existe l'Union européenne, il existe l'Union africaine. Leurs moyens ne sont pas équivalents, évidemment, mais vous savez, les peuples européens ne veulent pas d'une immigration imposée. Mais ils sont extrêmement favorables. Les peuples européens sont des peuples généreux. Et ils Vous n'êtes pas pour la fermeture des frontières? Moi, je suis pour la protection de nos frontières. Mais quand je vois dans le programme financier pluriannuel que la Commission européenne est en train de préparer pour 2021-2027, la PAC, la politique agricole commune, dans cette prévision, est abaissée de 43 milliards d'euros. En revanche, s'agissant de la politique migratoire et pour la protection de nos frontières et pour la politique d'asile, on va tripler ces aides. On passera à 35 milliards. Je ne veux pas qu'on sacrifie nos agriculteurs à cause d'une crise migratoire. Est-ce que les choses sont claires? On dit qu'il n'y a pas assez de moyens, qu'il faut plus de moyens justement pour résoudre cette crise migratoire. Il faut redonner des moyens pour la protection de nos frontières, mais vous savez, on voit les limites aussi de la politique de M. Trump, qui lui voulait bâtir un mur entre les États-Unis et le Mexique. Moi, je crois plutôt à une vraie politique efficace de développement, de coopération. Moi, je crois au potentiel de l'Afrique. Je crois aux qualités humaines des Africains. Je sais leur potentiel. Je sais aussi le niveau de leurs ressources. Donc, moi, depuis
depuis que je suis gamine, et je le dis très souvent, on parlait de l'Afrique comme pays en voie de développement. Maintenant, je suis grand-mère, on parle toujours de l'Afrique en voie de développement. Oui, mais enfin, bon, non, il n'y a pas... Oui, enfin, la bon, population, si la population de l'Afrique a triplé depuis, quand même, si je puis me permettre. Et puis, alors, je peux vous dire que la population de l'Afrique... quadruplé. Voilà. Et donc, si on ne fait rien, si on n'apporte pas de solution, de meilleure qualité de vie à ceux qui vivent sur ce continent et qui ne demandent que ça à pouvoir rester chez eux. Et d'ailleurs, moi, en Afrique, ils me disaient, mais arrêtez de régulariser. C'est vous qui amorcez la pompe à l'immigration illégale. Et nous, dans les villages, vous avez des familles qui se cotisent pour faire partir les jeunes hommes seuls. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils arrivent... Ils font vivre toute une famille après. Et parce que le revenu moyen dans ces pays pauvres de l'Afrique est équivalent à peu près à 100 € par mois et par habitant. Vous savez que quand ils arrivent et quand ils obtiennent le statut de réfugié en France, ils ont le droit à toucher le RSA. Plus les aides de la CAF... Plus la CAF, vous imaginez, ça veut dire qu'ils multiplient, ils arrivent à un peu plus de 500 € rien qu'avec le RSA. Il faut arrêter ces aides immédiates. Ah ben, il faut arrêter ces aides immédiates, mais surtout, il faut empêcher les bateaux d'arriver. Je ne veux pas d'un hotspot sur le continent européen. Je veux un hotspot en Afrique. Je ne veux pas que les bateaux accostent en Europe, je veux que les bateaux accostent à proximité des côtes africaines et soient accueillis sur les côtes africaines. Il faut stopper cette immigration illégale. C'est la seule façon d'envoyer un message de l'autre côté de la Méditerranée et d'empêcher que des milliers de morts, de milliers de personnes meurent en Méditerranée. Votre discours, là, ça sera votre discours pour l'élection européenne ? Vous allez être candidate à votre réélection ? Oui, je serai candidate et je porterai ce message parce que, encore une fois, je suis très attachée à ce que l'Afrique arrive à ce développement. Tout le monde est d'accord aux Républicains là-dessus ? Que nous ayons une vision à l'endroit, c'est-à-dire plutôt que de voir comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir des bateaux, nous, c'est de voir comment on peut empêcher des morts en Méditerranée. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Et qu'on puisse aussi apporter un développement digne et efficace de l'Afrique. Vous êtes tous d'accord avec ça, aux Je Républicains ? pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais qui ne pourrait pas être d'accord ? C'est que les peuples européens disent exactement ça à travers leur vote. Et plutôt que d'être traités de populistes, je voudrais qu'on respecte les peuples européens, qui sont à la fois généreux, mais à la fois conscients qu'ils ne veulent pas se voir vivre une invasion migratoire. Vous pourriez être la tête de liste des Républicains ? Je pourrais, mais comme d'autres. Et vous le souhaitez ? Mais nous verrons. D'abord, nous allons travailler sur notre projet. Et Menton, samedi, sera le départ. Vous y serez ? Bien sûr, j'y serai. Il y a un conseil national. Il y a un conseil national des Républicains. Nous allons poser les bases de notre réflexion sur plusieurs piliers. Et en même temps, ça sera pendant plusieurs mois le travail à la fois de réflexion, de terrain, de consultation dans nos fédérations et avec les citoyens qui s'intéressent à ce grand projet européen. Nous sommes pro-européens. Donc je vous le dis, nous sommes très attachés à l'Europe. Nous ne voulons pas la sortie de l'euro, nous ne voulons pas la sortie de l'Union européenne. D'accord. Et vous êtes candidate à la tête de liste des Républicains. Mais comme d'autres, encore une fois. Bien sûr. Comme d'autres. On est avec Nadine Morano, député européen pour les Républicains, et on continue. Nous parlions beaucoup d'immigration et des rapports avec l'Afrique, et c'est Jérémy Pontieux qui nous rejoint. Rémi, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame. Bonjour. Alors j'avais une première question, c'était d'un internaute, alors c'est plusieurs internautes qui nous ont posé cette question, c'était de savoir ce que vous pensiez peut-être du rapprochement qui est en train de se faire au niveau de certaines droites. Alors ici particulièrement Marine Le Pen qui a invité Nicolas Dupont-Aignan à nouer un pacte en vue des élections européennes, savoir quel était votre regard là-dessus. Mais mon regard, je vous l'ai dit à la fin de notre interview, c'est que moi je suis chez les Républicains, il ne peut pas y avoir d'alliance possible avec le Front National. Votre discours n'est pas le même sur l'Europe, mais, notamment. Regardez, je disais en finissant cette interview avec Yves Tréhard que nous sommes européens, nous sommes attachés à l'Union européenne, donc nous ne voulons pas de sortie de la France de l'Union européenne et nous ne voulons pas de sortie de l'euro de la France. Hein, la France ne sortira pas de l'euro, enfin avec nous. Ce qui est le contraire des propositions de Marine Le Pen. La ministre de la Santé a dit préparer une refonte en profondeur des études de médecine, notamment de la sélection de première année. Maxime Muse nous suggère, lui, de revoir les études. Quelles seraient, selon vous, les bonnes solutions à ce problème-là ? Est-ce que vous pensez
Par rapport aux études de médecine? Par rapport à notamment les déserts médicaux, c'était dans ce cadre-là. Vous qui connaissez bien alors, l'Est de la France. Je vais vous dire, il y a les déserts médicaux et il y a surtout le fait qu'on a un numerus clausus, et notamment sur certaines spécialités. Vous savez qu'on n'a plus de gynéco. Je parle pour les femmes, pardon de parler pour nous, mais on n'a plus de gynéco. Pour obtenir un rendez-vous chez les ophtalmologistes, c'est la croix et la bannière. Donc on a des problèmes de déserts médicaux et de spécialités dans nos territoires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Comment on fait ? Comment on fait en levant, on l'avait déjà fait, nous, le numerus clausus, là-dessus, et puis en incitant les médecins à pouvoir s'installer dans nos territoires. Mais ça passe par... Ça passe par quoi? Des aides à leur installation? Ça peut passer, on le fait d'ailleurs dans les territoires ruraux, vous savez, vous avez des maires et des collectivités locales qui prennent beaucoup d'initiatives, notamment en créant des maisons médicales, où les médecins peuvent non pas être seuls, mais s'associer avec médecins généralistes, dentistes, infirmières, et différents. Et donc, je pense que ça, c'est important et qu'on a besoin de regarder d'un point de vue territorial vraiment le maillage pour que chacun puisse bénéficier de la santé en France. C'est quand même une des premières priorités. Le service universel national annoncé devrait durer 1 mois, ce qui pour l'instant est loin d'être la promesse de campagne, nous dit un internaute. Pour vous, un service, j'ai vu que vous avez relayé sur Twitter la parole de David Dickens qui déclarait vouloir un service militaire, lui, d'1 an. Pour vous, ça pourrait être une solution? Moi, je regrette profondément qu'on ait supprimé, et pourtant Dieu sait si je soutiens, si j'ai beaucoup d'affection pour Jacques Chirac, mais le service militaire, je le dis, je pense que ça a été... Mais ça coûtait cher et les militaires n'en voulaient plus. Non mais attendez, ça coûtait cher, sans doute, il fallait réformer le service militaire, il ne fallait pas le supprimer. Je pense que, moi je suis allée en Israël voir un peu comment se passait leur un pays en guerre quand même, hein. Oui, non mais d'accord, mais au-delà d'être... vous savez, nous, avec le terrorisme qu'on a à vivre dans le pays, je crois que chaque jeune devrait avoir cette notion à la fois de la sécurité, de l'engagement, de la protection, et de l'amour de la patrie et de la nation. Et ça, je trouve que le service militaire était un creuset qui permettait un mélange de tous les jeunes garçons, et il aurait fallu l'élargir aux filles, je pense, plutôt que de le faire de 6 mois, d'1 an, de le faire de 6 mois, et vraiment d'avoir cet enseignement, ce mélange culturel, repérer ceux qui étaient en situation d'illettrisme. Cette formule-là ne va pas pouvoir le faire, ça? Je trouve que ça coûte cher et ça ne rapportera pas grand-chose. C'est pas assez long. Je pense que ça sera inefficace. Non, de le faire à partir de 16 ans, je pense que c'est trop jeune. En plus, moi, je le ferai à partir de 18 ans. Je l'aurais fait de 6 mois et je l'aurais fait dans une structure militaire et pas au choix dans des associations. Mais évidemment, comme le service militaire a été supprimé, il faut bien comprendre aussi que le fait des infrastructures qu'on n'a plus, des bases qui ont fermé et des militaires qui étaient à la formation qu'on n'a plus non plus, ça demande beaucoup plus de réflexion que de faire une annonce très coûteuse dont on ne sait pas encore quelle usine à gaz on va nous monter. Dernière question, en raison du vote en faveur du Brexit, ça a été révélé ce matin, les entreprises françaises ont déjà perdu 4 milliards d'euros à l'export et Jean Boigny nous dit que la France a plus à perdre du Brexit que la Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, je pense que c'est la Grande-Bretagne qui a plus à perdre du Brexit. Et encore une fois, ça vous montre que lorsqu'il y a des campagnes qui sont menées, comme ça l'a été de la part de Nigel Farage au Royaume-Uni, sur la base du mensonge. Moi, j'étais allée pendant cette campagne du Brexit et j'ai toujours l'espoir qu'il n'arrive pas à son but, ce Brexit. Je voudrais que le Royaume-Uni ne parte pas de l'Union européenne. Les eurodéputés que vous fréquentez au Parlement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont inquiets? Oui, ils sont inquiets, mais vous savez, même on reçoit beaucoup de lettres de citoyens anglais qui nous envoient des mails et qui nous disent leur inquiétude par rapport à ce Brexit. Je pense que sur la base de ce qui est en train de se préparer, la difficulté des négociations, s'il y avait un nouveau référendum, je suis persuadée que le Brexit ne l'emporterait pas. Les Britanniques seraient contre le Brexit. Nous étions avec Nadine Morano, députée européen des Républicains, et dont vous pourrez retrouver les propos, notamment demain dans le Figaro. Merci Nadine Morano. Merci à vous. Et merci Jérémy Pontieux de vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.